Merci pour cette belle introduction. Merci aussi pour votre invitation. Je suis ici chez moi, puisque je suis professeur à l'Université de Poitiers, directeur effectivement de l'ICERM sur notre site. Et je constate que le quart d'heure pour le vin, il dure 25 minutes. C'est pas bien grave. Je tiens tout de suite à vous rassurer aussi que je ne jouerai pas la batterie derrière moi, mais c'est pas dans le document. Donc, je vais vous parler des troubles moteurs et les nouvelles voies diagnostiques dans l'autisme, essentiellement tirés de nos travaux collaboratifs. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, il y aura une partie probablement au tout début que vous avez déjà vue, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'ARAPI une ou deux fois, mais c'était pendant les années Covid, donc c'était en visio. Et peut-être que vous avez mis ça derrière vous et vous avez bien fait. Donc, je ne vais pas vous faire cette introduction, je voudrais juste fixer les idées, comme on dit. Depuis ce matin, on entend parler d'autisme. Vous êtes vous-même ou bien spécialiste, ou bien souvent parent, ou bien vous-même souffrant de cette affection. Donc, vous savez qu'il y a différents symptômes et degrés de sévérité, c'est pour ça qu'on parle d'un spectre. Il y a de nombreuses comorbidités qui nous ont été très très bien présentées ce matin par mon collègue de Tours. Et vous le savez, il y a parfois, dans les cas, je dirais, modérés, mild, légères, des difficultés de diagnostic avec une durée d'attente beaucoup trop longue, une sorte d'errance diagnostic qui fait qu'entre le moment où on s'approche d'un CRA et le moment où le diagnostic est posé, il y a en moyenne, au niveau national, 446 jours qui se sont écoulés, ce qui fait que c'est extrêmement long. Alors c'est long parce que les CRA sont débordés, c'est long aussi parce que parfois le diagnostic est difficile à poser. Et comme vous pouvez le voir à droite, ici, bon c'est en anglais mais vous devinez quand même, et puis c'est évident, vous connaissez les deux critères majeurs de diagnostic et on a parlé ce matin, et on va certainement, vous connaissez tout ça, des comorbidités, de la myriade d'autres affections qui gravitent, si je puis dire, autour de déficit d'interaction sociale et mouvement et intérêt restreint. Donc, les troubles moteurs dans les TSA, est-ce que c'est un élément diagnostique oublié? Et je voudrais, dans 3 ou 4 diapositives, vous dire pourquoi c'est important de s'y concentrer. Alors, les mouvements répétitifs et stéréotypés font partie des critères diagnostiques de l'autisme, mais je dirais qu'on s'arrête un peu là, alors qu'il y a des troubles de la dextérité manuelle fine qui est décrite de manière régulière et répétée chez la quasi-totalité des patients. Il y a des difficultés de la coordination motrice, donc des grandes difficultés, parfois, à faire des activités qui demandent une grande coordination motrice, telles que typiquement le tennis, le handball, le ping-pong. Des troubles de la marche, qui sont aussi tout aussi caractéristiques, mais tout ce que vous voyez ici en rouge, quand bien même il est trouvé de manière répétitive, n'est pas inclus dans les critères diagnostiques. Et ceci nous questionne, nous scientifiques, à savoir pourquoi c'est pas inclus dans les critères diagnostiques. Je suppose, et je le dis juste par provocation parce que j'aime bien un peu titiller, surtout après le déjeuner, ça va vous réveiller, je suppose que c'est aussi, surtout peut-être une question culturelle, qui est le résultat de la séparation de la psychiatrie et de la neurologie, il y a de cela une 30aine d'années, et qui fait qu'on a perdu un peu en psychiatrie cette culture de l'examen neurologique. Voilà, donc je ne manquerai pas comme ça de susciter quelques réactions peut-être. C'est bien. Alors, moi je suis un scientifique qui travaille essentiellement sur la modélisation animale. Et je m'intéresse à l'autisme depuis seulement une toute petite dizaine d'années. Et en fait, avant de m'intéresser à l'autisme, je suis toujours ce qu'on peut appeler un spécialiste de la transmission dopaminergique. Alors, sous ce terme un peu barbare, je connais bien la transmission dopaminergique et les affections qui sont autour de cette transmission, notamment les maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson. Vous allez dire, mais attendez, ça n'a strictement rien à voir. Et je vais vous expliquer que peut-être que si. Toujours est-il, pourquoi on fait de la modélisation animale? Pourquoi on ne va pas directement en clinique? En quelques mots,
L'objectif principal de la modélisation animale, c'est de comprendre et de décrire le monde biologique. Il est évident qu'il est parfois extrêmement difficile, compliqué, voire même impossible, d'aller directement vers la clinique. La modélisation animale et l'expérimentation animale, ces 30 dernières années, nous ont permis de mieux comprendre l'anatomie, la physiologie et le comportement animal, et par transposition, par simple transfert, celui de l'espèce humaine. Alors, notre anatomie, nous, en tant que primates, n'est pas extrêmement différente de celle de la souris, à savoir qu'on a un cœur, deux poumons, deux reins, un intestin grêle. Bon, je ne vais pas tous les détailler, on a les mêmes, ils sont positionnés au même endroit. Maintenant, je vous l'accorde volontiers, on n'a clairement pas le même cerveau, et au niveau génétique, on n'a certainement pas tous les mêmes gènes qui sont exprimés. Mais il y a de très grandes similitudes, et bien entendu aussi des différences. Nous ne sommes pas des grosses souris, ça c'est clair, pour nous aussi. Toujours est-il, la modélisation animale a permis quelques réussites en neurosciences. Nous avons identifié l'activité neuronale, comment fonctionne un neurone, une cellule du système nerveux, comment se propage l'influx nerveux d'une cellule à l'autre, comment l'information est transmise, comment elle est stockée, qu'est-ce que la mémoire, il y a eu des prix Nobel là-dessus. Nous avons déterminé comment les réseaux neuronaux sont organisés, quelle région contacte quelle autre région du cerveau pour faire quoi et pour régir quel comportement, quelle action. Nous avons fait le lien entre activité cérébrale et un comportement donné, et nous avons déterminé les bases cellulaires et moléculaires qui sous-tendent de nombreuses pathologies neurologiques et psychiatriques. Alors ça, ce sont des avancées majeures, mais comme vous l'avez bien noté, ce sont des avancées qui sont essentiellement qui rayonnent sur le domaine de la compréhension et très peu sur le domaine du traitement, encore moins dans le domaine de guérison, surtout en neurosciences et en particulier en psychiatrie. Donc je tiens à le dire pour garder une certaine humilité vis-à-vis de ça et être le premier à le reconnaître. J'ai vraiment horreur de faire des fausses promesses. Alors, qu'en est-il dans l'autisme ? La modélisation animale dans l'autisme a eu beaucoup de retard par rapport à d'autres pathologies neurologiques, dont le Parkinson que je connaissais bien, mais par rapport aussi à d'autres pathologies psychiatriques, telles qui n'ont parfois pas grand-chose à voir avec l'autisme, bien entendu, quoique certaines sphères se touchent, telles que la dépression, l'anxiété, mais aussi l'addiction. On a fait des progrès vraiment phénoménaux dans ces domaines-là, et beaucoup moins dans le domaine de l'autisme, jusqu'à très récemment. Alors pourquoi ? Parce que la transposition de la symptomatologie clinique vers la recherche expérimentale dans le domaine de l'autisme a été longtemps hasardeuse au mieux. On ne savait pas modéliser des troubles d'interaction sociale, on ne savait pas modéliser ou même mesurer, on ne savait pas mesurer les émissions sonores des souris et les interpréter, à savoir souffrance, plaisir, satisfaction, peur. Et puis, d'un laboratoire à l'autre, il y a eu une absence de standardisation des procédures expérimentales. Pour le dire autrement, il y a une quinzaine d'années seulement, chacun faisait ce qu'il pouvait dans son coin, sans qu'il y ait un consensus de ce que c'est qu'un bon modèle animal de TSA. Alors, c'est en train de changer, justement, depuis une quinzaine d'années, et ces questions-là sont en train d'être résolues. Et aujourd'hui, nous, scientifiques, avons atteint une étape dans la standardisation qui est du même niveau que d'autres pathologies neurologiques et psychiatriques sur lesquelles on travaille depuis plus de 50-60 ans. Mais ça a pris beaucoup de temps, et ce retard-là s'est traduit en un retard de la compréhension mécanistique, si je peux dire, de la pathologie. Alors ça, vous l'avez vu depuis ce matin. Je reviens dessus, non pas pour vous le redire encore une fois, et d'autant plus que je suis convaincu que vous le savez déjà, mais nous, on le met comme ça devant nous, devant nos yeux, quand on va modéliser une pathologie, parce que pour la modéliser, il faut savoir à quoi elle est due. Vous ne pouvez pas faire un modèle, créer quelque chose qui n'existe pas,
sans savoir à quoi est due cette affection. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'il y a eu une identification de cause ou de susceptibilité génétique, on a pris des gènes qui ont été identifiés et on les a fait muter chez la souris. Et une fois qu'on a identifié des causes environnementales, on a parlé de dépakine ce matin, je vais vous en parler beaucoup tout de suite, on les a modélisés aussi chez l'animal, on a modélisé aussi l'exposition aux pesticides, les conséquences d'infections sévères avec une réaction inflammatoire importante, etc. Donc connaître l'origine d'une affection nous permet de la modéliser et de se baser là-dessus pour créer des modèles animaux afin de répondre à de nombreuses questions auxquelles on ne peut pas répondre directement en clinique. Donc, venant du milieu des troubles moteurs, j'étais particulièrement frappé quand j'ai commencé à m'intéresser aux troubles du spectre autistique du point de vue moteur, de constater que finalement, non seulement le terrain n'était pas vierge, mais en fait, il y avait déjà un faisceau d'éléments concordants, très significatifs, pointant vers une région du cerveau qui est le cervelet comme étant on n'est pas des minimalistes, l'une des régions qui peut être la plus impliquée dans l'autisme. Et vous voyez ici la probabilité de développer l'autisme en fonction de facteurs de risque. Ici, vous avez 50% plus de probabilité quand vous avez un vrai jumeau identique. Et vous voyez ici 36% plus de risque quand il y a une lésion au niveau du cervelet avant, pendant ou même parfois après la naissance. 36 fois. Donc il n'y a aucun autre facteur de risque qui donne autant d'augmentation qu'une lésion du cervelet en dehors du fait d'être des vrais jumeaux. Donc ça, moi quand j'étais étudiant en neurosciences à l'université de Bordeaux, pas loin d'ici, donc j'étais étudiant en neurosciences depuis ma licence jusqu'à ma thèse. Donc Bordeaux est une sorte de mecque de neurosciences en France, avec d'autres grandes villes telles que Paris, Marseille, Lyon. Bordeaux, c'est une très grande ville de neurosciences. Et je peux vous certifier que pendant toutes mes années d'études en neurosciences à Bordeaux, jamais aucun professeur ne m'a jamais parlé du cervelet, tout simplement parce que c'est une région du cerveau qu'on pensait être uniquement là pour faire de la coordination motrice, qui est une fonction qualifiée d'inférieure. Maintenant, si on enlève le cerveau à quelqu'un, je peux vous dire qu'il ne va pas du tout qualifier ça de région inférieure. D'ailleurs, il n'y a pas de fonction supérieure et de fonction inférieure, il n'y a pas de région plus importante que l'autre. Quelques cellules vous manquent et le monde est dépeuplé. Il y a eu des travaux qui datent déjà depuis 2001, on a cité Courchaine ce matin, qui montrent que la région cérébelleuse est souvent affectée. Donc on sait depuis très longtemps que le cervelet est impliqué dans des fonctions motrices, la gestion de l'équilibre, de la coordination motrice, de la marche. Moi qui fais un peu de tennis à mon petit niveau, typiquement le cervelet est une région centrale pour pratiquer ce sport. Donc ça régit la coordination motrice, l'estimation du temps, la position du corps, l'adaptation à la vitesse de la balle. Donc ça, c'est typiquement le cervelet. Ça, on le sait depuis très très longtemps, depuis même plus de 50 ans. Voilà. On sait depuis beaucoup moins longtemps qu'il est impliqué aussi dans des fonctions dites supérieures, et vous avez compris que j'aime pas du tout ce terme, telles que la lecture, l'apprentissage, le langage, la communication verbale, la perception de l'environnement, mais aussi des fonctions dites d'émotion, telles que la régulation et la perception de l'émotion. Alors, bien entendu, j'ai le temps, 45 minutes, mais pas tant que ça, parce que ça, c'est... moi, je prends 10 heures de cours pour faire ce séminaire, mais vous inquiétez pas, je sais faire vite aussi. Ce qui s'est passé dans notre espèce, c'est que comme dans d'autres régions du cerveau, notamment le cortex frontal, le cervelet a une partie du cervelet, notamment la partie latérale, sur les côtés, qui s'est particulièrement développée dans notre espèce. Et il y a maintenant des faisceaux d'informations concordants montrant que ces parties latérales vont gérer des fonctions telles que je viens de vous décrire, cognitives et émotionnelles. Donc il ne faut pas s'étonner de cela. Et pour ceux qui sont curieux, en fait, ça prend un peu le relais du cortex pour déterminer et jouer un rôle important dans ces fonctions, permettant ainsi au cortex de le libérer afin qu'il gère mieux son interaction avec l'environnement. Mais bon, ça c'est une autre histoire encore.
On a parlé un peu de ça ce matin. Je remercie les collègues d'avoir décrit ça. Le cervelet particulièrement, tout comme un peu le cortex frontal qui caractérise aussi notre espèce, va subir un développement substantiel après la naissance. Donc chez le rat, on a déterminé, c'est pour ça qu'on fait aussi des expériences chez le rat, on a déterminé que les 3 premières semaines après la naissance, il y aura un développement extrêmement important du cervelet, non pas en nombre de cellules seulement. Quand on parle développement, on pense que les cellules se multiplient, ça se développe. Oui, certes, mais je ne vais pas faire un cours de neurosciences, mais si vous regardez juste les flèches ici, ben ça c'est les connexions à 4 jours chez le rat, à 8 jours, à 12 jours, et après la naissance. Et vous voyez tout de suite qu'en dehors d'un certain nombre de cellules qui va être modifié, ce qu'on observe surtout, c'est que les connexions vont être altérées aussi. Donc c'est une région qui continue à se développer après la naissance, et elle se développe en fonction des interactions avec l'environnement, notamment les interactions motrices. Quand on prend un bébé, quand il joue, quand il bouge pendant son sommeil, quand il touche son environnement, tout cela participe au développement du cervelet, et par conséquence, à ce qui va arriver après. Donc ça, je dirais, comme tous les génies, Baudelaire l'avait déjà deviné, puisque déjà en 1908, il avait écrit qu'il y a dans l'engendrement de toute pensée sublime une secousse nerveuse qui se fait sentir dans le cervelet. Et ces secousses nerveuses sont réelles, parce que si vous regardez, alors j'avais mis la vidéo, mais je l'avais enlevée parce qu'il faut se concentrer quand même sur quelques éléments. Les bébés, ils font beaucoup de secousses motrices pendant qu'ils dorment, et ces secousses motrices et le retour sensoriel qu'ils vont avoir va les renseigner sur leur environnement et va participer au développement du cervelet. Alors, quand on modélise tout ça chez l'animal, on fait comment? Il y a 3 conditions. Je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais vous accompagner. Je vais rester près du micro. Il y a 3 conditions pour avoir un bon modèle animal d'une pathologie. Le premier, c'est l'étiologie, à savoir qu'il faut comprendre l'origine d'une pathologie donnée, ou d'une infection, ou d'un désordre, ou d'un trouble donné, pour pouvoir le modéliser. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux gènes et à l'environnement, parce qu'on va reproduire chez l'animal les mêmes mutations génétiques qu'on a identifiées chez l'homme, ou bien les mêmes affections environnementales, telles que par exemple la dépakine ou l'infection engendrant une forte réaction immunitaire. Donc on va forcer l'animal, on va faire des souris mutantes, des souris transgéniques, qui vont avoir des mutations génétiques, ou bien on va les faire subir des traitements pharmacologiques, notamment, entre autres, à la dépakine. Donc il faut que l'étiologie soit la même. La deuxième condition, il faut que les marqueurs biologiques soient les mêmes. Donc quand on trouve dans notre espèce, qui vous a été montré ce matin, je vous ai montré un peu rapidement, des altérations dans le cervelet, il faut qu'on puisse les retrouver aussi chez la souris. Et enfin, ça c'est le Graal qu'on atteint extrêmement rarement, voire parfois, je ne vais pas dire jamais, mais quasiment, à savoir que, dans certaines conditions quasiment, il faut que le traitement qui est essayé chez l'animal ait une efficacité en clinique. Et ça, plus de 95% de nos transpositions de l'animal en clinique vont échouer en psychiatrie en général. Mais il y a toujours les 5%. Et les 5%, ça vaut le reste. Alors nous sommes partis d'une hypothèse, parce que les scientifiques partent d'une hypothèse, à savoir, on s'est dit, bon, on va partir de l'hypothèse que le cervelet joue un rôle majeur, certainement pas unique, le cervelet étant impliqué à la fois dans les troubles moteurs, les troubles cognitifs, les troubles de langage. Est-ce que les troubles moteurs de type cérébelleux peuvent constituer un indicateur de la sévérité de ces troubles? Et si oui, est-ce que ceci va nous permettre de proposer que des troubles de la marche et des troubles moteurs et des troubles de la coordination motrice intègrent des éléments de diagnostic, certainement pas remplacés, mais intègrent des éléments de diagnostic et participer à réduire la durée de diagnostic quand les troubles sont modérés. Et si c'est le cas, venant du monde des maladies neurologiques, ou notamment du Parkinson, où on a quand même fait beaucoup de tests sur des troubles moteurs avec certaines réussites, est-ce qu'on peut identifier des nouvelles cibles thérapeutiques qu'on essayerait si on a déterminé quelles sont les cibles biologiques? Alors, je sais que c'est une diapositive chargée, et je dis toujours à mes étudiants de surtout pas faire ce type de diapositive, mais toutes les informations sont là. Alors, ce qu'on a fait ces 10 dernières années au laboratoire, je me mets sur le côté, c'est qu'on a créé des souris transgéniques n'exprimant pas SHANK3
et CNT-NAP2, qui sont deux gènes majeurs qui augmentent le risque de développer l'autisme. On a aussi injecté, alors c'est l'un ou l'autre, hein, pas les deux en même temps. Par ailleurs, sur le plan environnemental, on a injecté de la dépakine à une souris gestante pour augmenter l'incidence de l'autisme chez la descendance. On a aussi, par ailleurs, injecté des virus aux souris, mimant une attaque virale et créant une réponse inflammatoire majeure. Et par la suite, c'est ce que je vais vous montrer assez rapidement, on a fait de nombreux tests comportementaux et des corrélats biologiques. On a fait des tests d'interaction sociale entre la souris qui a subi ces transformations et une souris test ici dans la cage. On a mesuré la marche chez la souris. On a mesuré la coordination motrice aussi, parmi d'autres choses. Alors, nous ne sommes plus, heureusement, à l'époque de Konrad Lorenz, ethnologue réputé, prix Nobel, où on observe simplement les souris avec un petit cahier et on note nos observations. Tout cela s'est fait, notamment, comme je vais vous le montrer, avec des machines extrêmement sophistiquées, de l'intelligence artificielle, de vidéo tracking, du machine learning, et ça coûte une blinde, tout ça. Pourquoi ? Pas parce que c'est élégant, c'est pour que ça soit objectif, répétitif et constant dans notre laboratoire et d'un laboratoire à l'autre. Alors, la dépakine, pour nous, était un gros problème parce que nous n'aimons pas comprendre et savoir comment ça marche. On a des idées comment marche la dépakine et comment elle fonctionne. Bien entendu, c'est un excellent antiépileptique et il ne faut surtout pas arrêter de le prescrire quand il n'y a pas de facteur de risque, mais bien entendu, il faut arrêter de le prescrire chez la femme enceinte. Et pourquoi ? Bon, on sait que ça altère les niveaux de GABA, mais que la quasi-totalité des antiépileptiques jouent là-dessus, et c'est pour ça qu'ils sont efficaces. Ils bloquent aussi les canaux sodium-voltage dépendants, ils inhibent les histones déacétylases. J'ai mis 3 points de suspension, parce que comme beaucoup de molécules pharmacologiques, c'est pas seulement une serrure et une clé, c'est souvent plusieurs serrures qui peuvent être ouvertes par la même clé, qui ici est la dépakine, ce qui complique beaucoup les choses. Alors ça, c'est les travaux de Tarek, et qui a montré, bon, on n'a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre que Tarek montre très rapidement que des souris ici en noir mâles qui ont reçu la dépakine font beaucoup moins d'interactions sociales que des souris salines, mais les femelles qui ont reçu la dépakine font autant d'interactions sociales que des femelles qui ont reçu la saline. Alors comment on fait ça ? On place la souris qu'on veut mesurer ici, au milieu, et puis on met une souris qui n'a strictement rien à voir avec toute l'histoire, innocente de tout, dans une petite cage, et grâce à une caméra vidéo et à une analyse d'image et à l'intelligence artificielle, on va mesurer la quantité de temps que cette souris qu'on veut tester ici va passer avec l'animal en cage versus une cage vide ou versus un objet. Après, on va rajouter une deuxième souris ici, et on va voir le temps que passe cette souris avec un nouveau congénère par rapport à un ancien, est-ce qu'elle identifie un nouveau partenaire ou pas ? Et on mesure des choses compliquées, le nombre de fois qu'elle fait un contact avec le nez, qu'elle se sniffe, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer ceci. Donc ceci nous a été extrêmement surprenant parce qu'on s'attendait quand même qu'il y ait des différences mâles-femelles, étant donné la distribution 3/1 ou 4/1 entre mâles et femelles dans notre espèce, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une quasi-résistance totale chez les femelles à l'injection de dépakine. Malheureusement, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas quand on fait des analyses beaucoup plus poussées que ça. Alors, en ce qui concerne la stéréotypie mesurée ici, que ce soit chez les mâles en noir ou chez les femelles en gris foncé, les deux font beaucoup plus de stéréotypie. La stéréotypie, c'est des mouvements répétés, que chez des souris salines. Donc, quand bien même les femelles ne montrent pas de différence d'interaction sociale avec un test simple, elles montrent des différences dans la stéréotypie, mais pas dans l'exploration, c'est notre histoire. Donc, il y a quand même une différence de comportement en fonction de ce qu'on est en train de mesurer. Et comme l'a dit ma collègue ce matin, c'est pas certain que les femelles ne soient pas atteintes, c'est juste qu'on ne mesure pas du tout la même chose. Et quand elles le sont pas de la même manière que les mâles. D'où l'idée de mieux déterminer la pathologie en fonction du sexe. Alors ça, c'est un peu rigolo. C'est des souris qui marchent sur une plateforme transparente en plexiglas. Et il y a un rayon laser horizontal
qui va venir allumer, si je puis dire, la plateforme, ce qui fait qu'avec une caméra en dessous, je ne sais pas si vous voyez, les pattes, quand elles se posent sur la plateforme, elles vont être vertes par la lumière laser, et la caméra va analyser la marche de la souris, va vous donner l'écartement entre les jambes, la vitesse, le positionnement, le nombre de doigts qui est posé, la pression, la force, etc. Donc ça nous permet de déterminer la marche. Et par ailleurs, on va mesurer la coordination motrice en poussant des souris, pas avec le doigt, mais je veux dire en incitant les souris à traverser une plateforme, surmontée d'une grille qui est de plus en plus étroite, et on va mesurer la vitesse à laquelle elles vont traverser cette plateforme et le nombre d'erreurs qu'elles vont faire. Alors vous n'êtes pas obligé d'être un grand spécialiste de l'analyse vidéo. Ça, c'est une souris contrôle qui marche là-dessus. Restez là. Qui marche là-dessus et qui arrive à positionner ses pattes correctement sur la grille sans faire d'erreur, ou très peu. Et ça, c'est une souris qui a reçu la dépakine, enfin, dont la mère a reçu la dépakine pendant la grossesse. Et vous allez voir qu'elle fait beaucoup d'erreurs avec la patte qui va traverser de nombreuses fois la grille et elle va aller beaucoup plus lentement. Donc, d'une manière beaucoup plus... Et tout cela est filmé, analysé, etc. Et on montre que ce soit chez les mâles ou chez la femelle, il y a des troubles de la marche et des troubles de la coordination motrice, quand bien même les femelles n'avaient pas montré des troubles de l'interaction sociale. Alors, je vais aller vite sur ça, parce que c'est des travaux qui commencent à dater un peu, mais Alexandre... mince, je suis peut-être allé un peu trop vite. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut passer la vidéo qui est ici, s'il vous plaît, en cliquant en bas à gauche? Voilà, merci. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du vidéo tracking avec l'intelligence artificielle et du machine learning. On va mettre 4 souris dans une même cage pendant 3 jours et on va leur mettre on va les identifier grâce à une procédure un peu sophistiquée développée par mon collègue Thomas Bourgeron, en tout cas par son équipe. Et pendant 3 jours, l'ordinateur va apprendre que ce sont des souris, va apprendre où est la tête, où est la queue, et va mesurer une très grande quantité de comportements chez l'animal que nous allons pouvoir exploiter d'une manière totalement automatisée. Juste pour l'histoire, ça vous a peut-être été présenté ce matin, ça c'est une Kinect de Microsoft qu'on met par-dessus pour détecter le mouvement. Et quand j'ai acheté ça avec les crédits de recherche INSERM à 1 000 €, la Kinect c'est un truc de jeu électronique. J'ai reçu un coup de fil de gestionnaire financier en disant pourquoi avec les crédits de recherche publique vous achetez des jeux vidéo. Donc j'ai dû lui expliquer qu'on les utilise pour travailler sur nos souris. Bon, ils ne nous embêtent pas beaucoup, ils nous font confiance. Alors, ce que Alexandre a montré grâce à ce système, c'est que, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les souris femelles font réellement moins d'interactions sociales que les souris mâles quand on fait des mesures beaucoup plus sophistiquées que des simples mesures que je vous ai montrées? Et la réponse est oui. Les souris sous dépakine vont faire beaucoup moins d'approches et de contacts sociaux que les souris contrôle, et je parle bien de femelles. Alors ça, c'est quand on mesure les souris salines seules et les souris VPA seules. Alors je reviens en arrière, à savoir quand on met, alors je reviens en avant, quand on met dans la même cage 4 souris salines ou 4 souris VPA ou dépakine et qu'on le mesure séparément, on montre que les souris dépakine font moins d'interactions sociales entre elles que les souris contrôle entre elles. Mais ce qu'on a fait après, c'est qu'on a fait moitié-moitié. 2 souris salines et 2 souris dépakine, et on a regardé comment se fait l'interaction sociale. Et Alexandre, qui a passé sa thèse il y a quelques mois, a montré que dans ces conditions-là, quand les souris sont élevées ensemble, il n'y a plus de différence dans les interactions sociales. Pour le dire autrement, les souris dépakine ont fait autant d'interactions sociales que les souris salines. Et même plus rigolo, si je peux me permettre, les souris salines ont fait plus d'interactions avec les souris dépakine qu'avec les souris salines elles-mêmes. C'est qu'ils se sont intéressés plus aux souris dépakine et le comportement des souris sous dépakine a été amélioré par leur présence avec des souris salines. Alors moi, je suis marié avec une professeure des écoles de maternelle qui intègre dans sa classe des enfants qui souffrent de TSA et ce type de résultat lui parle beaucoup. Alors, il n'y a pas que le comportement, il y a aussi le cerveau.
Et on a montré, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour ça, pour voir que les mâles sodépakines ont moins de neurones dans certaines régions du cerveau qui ne sont pas les mêmes que chez les femelles. On est toujours dans le cervelet. Le cervelet est atteint, mais ce n'est pas les mêmes régions entre mâles et femelles. Et par exemple, quand on regarde le cortex, on voit que seulement les mâles sont atteints et pas les femelles. Donc, c'est ce qui vous a été dit ce matin. La pathologie, elle est certainement là dans les deux sexes, mais elle est exprimée de manière différente. Il faut apprendre à mieux certainement apprendre à mieux diagnostiquer dans le sexe féminin. On a parlé de dopamine aussi ce matin, donc on a parlé de glutamate, vous vous rappelez. Donc nous sommes des scientifiques, on cherche à soigner, traiter, en dehors de comprendre. Et donc on a essayé de regarder ce qu'il en est de la transmission dopaminergique, et ça c'est ma culture un peu Parkinson, et on n'a rien vu. Donc voilà, je vous raconte tout de suite la fin de l'histoire. Aucune altération dans la transmission dopaminergique, ce qui veut dire pour nous qu'il n'y a pas de cible thérapeutique à rechercher là-dedans. Et comme nos collègues de Tours ce matin, on n'a pas vu d'altération du système glutamatergique non plus, alors qu'on s'y attendait aussi, comme ils l'ont expliqué. Mais nous non plus, chez la souris, on n'a rien trouvé au niveau glutamate, ce qui nous inhibe, si je peux dire, nous empêche d'aller chercher des voies thérapeutiques dans ce sens-là, mais on continue de chercher. Alors, ce qui est très intéressant, si vous devez retenir une seule diapositive de ma présentation de cet après-midi, malgré le fromage, le vin et tout ça, c'est cette diapositive-là. Ah bah oui, mais je veux dire, quand on digère, le sang va vers le bas pour vous aider à digérer. Il y en a un peu moins dans le cerveau. Et de fait, on a beaucoup plus de mal à retenir. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas faire des cours trop compliqués après le steak frites du Crous de nos étudiants à 14 heures. Les cours compliqués, c'est le matin. Dans le diapositive, ce qu'on appelle en anglais le take-home message que vous devez retenir, c'est qu'on a montré par des tests statistiques que plus les troubles moteurs sont graves, plus vous avez de pertes de neurones, plus les déficits d'interaction sociale sont graves, et plus les développements comportementaux sont sévères. À savoir que les troubles moteurs chez l'adulte sont réellement une fenêtre qui vous permet de transférer ce savoir sur l'interaction sociale et la perte neuronale. D'où l'idée de développer des tests diagnostiques basés aussi sur les troubles moteurs, tels que je vais vous le montrer dans quelques minutes. Alors, pourquoi on parle de facteurs de risque et de susceptibilité, non pas de cause? Qu'est-ce qui fait que quand on a pris de la dépakine, on a plus de risque à avoir une progéniture qui va développer des syndromes plus ou moins sévères d'autisme, et pourquoi ce n'est pas automatique, dans le sens où pourquoi c'est pas 100%? Pourquoi on parle de gènes qui augmentent les risques le facteur de risque? Pourquoi on parle de susceptibilité? Pourquoi ce n'est pas une question de cause à effet? Et ça aussi, c'est ma culture Parkinson, parce que là, franchement, Parkinson, 80% de perte de neurones dopaminergiques dans la substance noire, boum, maladie de Parkinson, et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est carré, c'est clair, mais ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? On connaît des environnements délétères, mais est-ce qu'il y a des environnements protecteurs? Est-ce qu'on est plus ou moins protégé des affections génétiques et des affections environnementales en fonction de notre mode de vie? Est-ce qu'il faut qu'il y ait interaction entre différents gènes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait interaction entre des mutations génétiques et un environnement donné? Quand je parle d'environnement, c'est pas les coquelicots et les oiseaux, hein, c'est les médicaments, la toxicité, les facteurs endocriniens, les perturbateurs endocriniens, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des altérations épigénétiques? C'est un peu compliqué à expliquer. Et comment modéliser ça? Ça, c'est très compliqué à modéliser, mais on s'y frotte. Ça, c'est un résultat qui est issu d'une thèse qui a été soutenue il y a quelques mois. Malheureusement pour moi, j'ai eu 4 thèses qui ont été soutenues en l'espace de 3 mois. Hein, donc j'étais sur les rotules, là, parce qu'ils ont tous soutenu en même temps. Et l'une des thèses, c'était est-ce que la nutrition peut constituer un facteur précipitant ou protecteur? Et la réponse est oui. Et pour être court, on a donné une alimentation extrêmement pauvre en acides gras à longue chaîne, tel qu'on le trouve dans l'huile d'olive, ou extrêmement pauvre en acides gras à longue chaîne, tel qu'on le trouve dans les poissons gras. Et l'inverse, on a donné aux souris une alimentation riche en acides gras d'origine végétale et riche en acides gras d'origine animale, mais d'acides gras à longue chaîne qu'on appelle bénéfiques, notamment trouvés dans les poissons gras et dans les œufs.
Alors, vous pouvez voir le résultat ici qu'on a obtenu il y a quelques semaines. Valentine, elle est partie maintenant en Irlande, il y a quelques semaines seulement pour poursuivre ses travaux. Quand on donne une alimentation riche en oméga 3, que l'oméga 3 soit d'origine végétale ou animale, les souris sont totalement protégées contre la toxicité de la dépakine. Et ce que vous devez voir ici, c'est que les souris sous dépakine ou saline vont montrer une bonne interaction sociale. C'est la barre bleue ici et la barre rouge ici. Bon, c'est un peu compliqué. Ce que vous devez retenir, c'est ça. Alors, vous allez dire, mais c'est bon, alors, on n'a qu'à manger de l'huile d'olive et du poisson gras. C'est pas du tout ce qu'on dit, hein, parce que personne ne va manger ça pendant 9 mois et personne n'a une privation totale, telle qu'on le modélise chez l'animal, d'acide gras. C'est-à-dire, dans notre alimentation, il faut faire vraiment exprès pour y arriver là, et c'est même quand vous faites exprès, vous n'y arrivez pas. C'est expérimental, c'est uniquement pour montrer que des facteurs environnementaux sont importants. Alors vous allez dire, oui, mais ça, c'est de la palissade, il faut manger des graines et tout ça. C'est pas ce qu'on essaye de dire. Les neurones, en particulier, ont énormément besoin de lipides et de lipides à longue chaîne. Ces lipides participent à la transmission nerveuse et il suffit de déséquilibrer l'apport lipidique pour avoir des neurones un peu plus réactifs à l'environnement. Donc tout ce qu'on est en train de dire par là, c'est pas que ça vous protège, c'est que peut-être que l'une des explications du fait que la dépakine n'engendre pas à 100% des troubles majeurs du spectre autistique, mais qu'il y a une sorte de spectre, c'est que le mode de vie, globalement, pas seulement ça, peut aussi avoir son influence. Et quand on force beaucoup trop de manière expérimentale, on arrive à totalement protéger nos souris. Mais à un tel point que vous ne pouvez pas le faire, hein, parce qu'il faut boire des litres d'huile d'olive tous les jours. Hein, donc n'y pensez même pas. Alors, on a regardé aussi, en dehors de ce que nos collègues généticiens font au niveau des mutations génétiques, on a regardé ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est que vous partez d'une séquence d'ADN qui est ce rond-là, et vous êtes maintenant expert en génétique, hein, des mutations qui vont augmenter le risque d'eux. Nous, on ne s'intéresse pas au gène qui est symbolisé par le rond-là, on ne s'intéresse pas à la séquence d'ADN, on s'intéresse au devenir de cet ADN-là, par ce qu'on appelle l'expression des gènes, à savoir, OK, on a les gènes, mais est-ce que ce gène sera plus ou moins exprimé, dans quelle région et à quel moment? Donc, quel est le devenir de cette balle quand on va la lancer? Où est-ce qu'elle va aller? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On sort de la séquence, on s'intéresse aux conséquences. Quand on fait ça, chez des mâles et des femelles, à qui on a injecté la dépakine, on va regarder au niveau du cerveau et au niveau du sang. Pourquoi au niveau du sang? Parce qu'on va chercher des facteurs prédictifs. Et je viens de recevoir le mail pendant que j'étais assis là, à 2h15 de la cellule de valorisation de l'INSERM, parce qu'on a déposé un brevet qui a été validé il y a juste un quart d'heure. C'est pas pour gagner de l'argent, mais un brevet pour diagnostiquer. Et on a identifié 67 marqueurs dans les gènes en dehors des séquences, des marqueurs d'expression génétique, qui sont présents dans le sang, présents dans le cerveau, avec un degré de confiance de presque 100%. À savoir, quand on identifie l'un de ces 67 marqueurs, on a une corrélation de troubles du spectre autistique de quasi 100%. Alors, pour finir, je suppose que j'ai 3 minutes. 3, on va dire 2. Alors, à partir de nos résultats chez la souris, on a collaboré avec des biomécaniciens de l'Institut Péprim, qui est à quelques centaines de mètres ici. Ce bâtiment-là, vous pouvez le voir, il est à côté du parking. C'est l'une des plus grosses unités de physique en Europe. Et là-dedans, il faut parmi d'autres choses, ils font de la biomécanique, de l'analyse du mouvement. Et ils travaillent par exemple sur les prothèses chez les sportifs, etc. On était les voir. On était voir aussi un laboratoire CNRS en psychologie développementale. Et on leur a montré nos résultats en leur disant, à l'Institut Péprim, ici en biomécanique, vous êtes des biomécaniciens, est-ce que vous pouvez nous mesurer la marche chez les enfants autistes et les troubles de la motricité? Et on a été voir les psychologues du CERCA, l'unité CNRS, en disant, vous êtes des psychologues, vous travaillez, ce que vous avez vu ce matin, sur les mouvements oculaires, mais aussi sur la dextérité fine manuelle, notamment en dyslexie. Est-ce que vous allez pouvoir transposer ça dans l'autisme pour essayer de reproduire ce que nous avons montré chez l'animal? La réponse, elle était... c'était pas une vraie question, c'était une question rhétorique. La réponse était oui. Et donc, on a monté un consortium au niveau de toute la région Nouvelle-Aquitaine.
partant de Poitiers et de nos résultats chez la souris, jusqu'à Limoges, La Rochelle et Bordeaux. Et actuellement, nous sommes en train, je vais aller vite parce que j'ai vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça, vous l'avez déjà vu. Hein. Mais par contre, je vais m'arrêter là. Nous sommes en train de tester cela chez plusieurs enfants typiques et c'est plusieurs enfants TSA, plusieurs paramètres. Je vais aller vite. Et je recule. Voilà. Plusieurs paramètres, des tests neuropsychologiques pour corréler avec les tests de motricité fine, des tests de motricité globale, y compris de la marche, et des tests d'oculomotricité, afin de déterminer si ces tests-là, qui sont biologiques, objectifs, factuels, qui durent moins d'1 heure, peuvent apporter un élément de diagnostic contributif au diagnostic psychiatrique. Et la réponse est, dans nos tests, c'est oui, à savoir que ces éléments-là sont directement corrélés dans leur sévérité, quand il y a des troubles, aux tests neuropsychologiques. Alors, bon, c'est quelques exemples de ce qu'on fait faire. Alors, bien évidemment, quand je montre ça, les différents tests qu'on fait faire aux enfants, on me dit, mais attendez, les enfants qui ont des TSA sévères ne vont pas pouvoir faire ça. Et ma réponse est, ce n'est pas destiné aux enfants qui ont des TSA sévères pour lesquels les CRA font un diagnostic assez rapidement. C'est destiné plutôt pour des sévérités modérées pour lesquelles le diagnostic est parfois difficile à poser. On fait des tests de motricité, de tests d'activation de muscles, d'anticipation. Bon, j'aurai peut-être le temps de répondre aux questions. Est-ce que vous pouvez faire... Voilà. Et donc, des tests d'analyse de la marche, avec des capteurs qu'on pose sur différents endroits du corps. Et la quasi-totalité de ces tests ont montré des troubles du moteur, des troubles de la marche, des troubles de la coordination motrice, directement corrélés à la sévérité des troubles d'interaction sociale et des troubles essentiellement de langage, tels qu'identifiés par les différents tests de psychomoteurs. Ça, c'est le consortium qui a été monté. Nous, que vous l'entendrez demain, parce que j'ai vu qu'elle donne une conférence demain de Bordeaux. Et je vous remercie pour votre attention. Ben, merci beaucoup. Alors, avant de faire venir, en fait, c'est le professeur Demilly qui va suivre, et nous traiterons recevrons l'équipe d'épilepsie après. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Oui, monsieur. Il y a vous avez demandé ? Non ? Ah ben, je sais pas, vous levez la main, donc... J'espère que je ne vous ai pas assommé. Hein. Bon. Non, c'est... Oui, je suis là, je suis au fond, au milieu. Au fond, au milieu. Bonjour, donc je suis neuropsychologue dans un SAMSA en Bretagne. Et donc vous avez dit que les tests étaient très sensibles au TSA, mais je voulais savoir s'ils étaient spécifiques. Donc c'est-à-dire que s'il y a des TSA, on va Non, mais c'est une excellente question, bien entendu, à savoir, est-ce que les troubles moteurs et les troubles de la marche qu'on observe sont spécifiques des TSA ou pas ? C'est une excellente question sur laquelle on est en train d'essayer de répondre. Et il est évident que des troubles moteurs et des troubles de la coordination et des troubles de la marche en soi, prises indépendamment de tous les tests qui se font en CRA, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il faut absolument les coller à l'analyse qui est faite en psychiatrie. Parce que la spécificité va être difficile à démontrer. C'est bien entendu une très bonne question. Merci. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes... C'est un complément de diagnostic, d'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir.